Yo, quoi de nouveau dans la tête à Toto? Eh bien aujourd'hui, ça y est, je vais enfin pouvoir vous sortir ma vidéo de review sur le XH1. Pourquoi je dis enfin? Je vais faire une toute petite parenthèse en début de vidéo pour vous expliquer un petit peu le pourquoi du comment de cette vidéo. Eh bien, il faut savoir que j'avais déjà réalisé de A à Z une première version de cette review intégralement. Elle était faite, finie, montée, tout bien, parfait. Il y avait des comparatifs entre le X Pro 2 et le XH1 pour montrer tous les différents aspects, les montées en ISO avec et sans stabilisation, etc. etc. Et sauf que au moment de l'uploader, j'étais un petit peu court en temps, je suis parti en congé pendant un mois, et je m'étais dit, tranquille, j'aurai le temps, depuis mes vacances, de mettre la vidéo en ligne, tout bien comme il faut, sauf que c'était sans compter que je suis arrivé dans une espèce de zone blanche. Une zone blanche, hein, c'est un endroit où il n'y a quasiment pas d'internet. Alors on avait une espèce de demi-barrette de 3G qui se baladait par là de temps en temps, dans le téléphone un peu en haut comme ça. Et c'était compliqué, c'était vraiment très très compliqué. Ce qui fait que pendant plus d'un mois, en fait, entre les trajets, etc., le temps de se remettre au boulot, etc., je n'ai pas pu vous poster la vidéo telle qu'elle était faite, et sont apparus sur internet approximativement 12 693 822 autres vidéos review du XH1 montrant des comparatifs avec d'autres appareils. Oui, je les ai toutes comptées, une à une. Une à une. Donc autant vous dire que la vidéo que j'avais faite, même si elle était très bien, devient totalement superflue au regard de tout ce qui se trouve déjà sur YouTube. Si vous voulez vraiment avoir une vidéo comparative du XH1, c'est pas compliqué. Allez voir celles qui ont déjà été faites, elles sont très bien, et regardez-les. Autre chose aussi, je faisais à peu près toute une liste, tout un listing de toutes les spécifications techniques du XH1. C'est pareil, vous avez dû voir ça déjà à peu près 250 000 fois. Donc je pars du principe que si vous regardez cette vidéo, c'est pour avoir mon avis sur le XH1 et que vous connaissez déjà à peu près qu'est-ce qu'il y a dedans. D'ailleurs, c'est de ça que va être sujet ma review. En fait, c'est parce que ça va faire maintenant 3 mois que j'ai le XH1, que je l'ai acheté dès son annonce. Donc en fait, je l'ai même précommandé si on veut aller par là. Et je vais vous donner en fait, avec un mois et demi de recul en plus, ce qui n'est pas négligeable, mon avis honnête sur le XH1, comment je le sens, le feeling que j'ai eu avec cet appareil-là, mon avis réel sur les nouveautés que présentait le boîtier au moment de sa sortie et de son annonce, et je vais vous livrer tout ça dans cette vidéo. Point numéro 1, la stabilisation du capteur. En effet, le capteur stabilisé est peut-être même la nouveauté principale, sinon la seule nouveauté que présente le XH1 par rapport au reste de la gamme Fuji. En clair, vous n'allez retrouver ça sur aucun autre appareil de la gamme. Alors, est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que ça fonctionne vraiment bien? Eh bien, ma réponse va dépendre de votre pratique. Si vous faites de la vidéo, c'est super pratique. Si vous n'avez pas d'autres systèmes de stabilisation, tels que par exemple une gimbal, un monopode, une dollycam ou quoi que ce soit d'autre de ce que vous voulez qui stabilise vos plans. Et en photo, c'est globalement inutile. Voilà. Alors, attention, que je me fasse bien comprendre, c'est inutile parce qu'aujourd'hui, la plupart des appareils photo montent très bien en ISO, de façon très propre, et que si vous êtes obligé de descendre en vitesse plutôt que d'avoir un sujet flou, maintenez votre vitesse et montez vos ISO. Comme ça, vous garderez une exposition globale qui sera correcte, et votre image n'en sera pas véritablement affectée. Donc, avoir une stabilisation mécanique sur 5 axes, qui vous donne un gain théorique de 5,5 IL, d'ailleurs il est même plus que théorique puisque j'ai vraiment pu m'apercevoir qu'il était réel avec les objectifs qui étaient le plus compatibles avec ça, c'est très bien en soi, mais fondamentalement, selon moi, si vous ne faites que de la photo, ce n'est absolument pas un critère d'achat principal. N'achetez pas le XH1 juste parce qu'il est stabilisé, ça sert absolument à rien. Par contre, si vous faites de la vidéo et que vous avez l'habitude de tourner en tenant l'appareil à la main, là vous allez avoir un bienfait très conséquent de l'ajout de la stabilisation, bien que, attention, j'apporte un bémol, la stabilisation est encore imparfaite. Il faut bien comprendre que le capteur du XH1 est relativement petit, puisque ce n'est qu'un APS-C, et la latitude de déplacement de stabilisation du capteur est très importante par rapport à un capteur full frame qui se déplace sur la même distance. En fait, l'amplitude de mouvement me paraît conséquemment plus importante sur le XH1 que sur d'autres appareils, d'autres marques à capteur full frame, ou pas d'ailleurs, mais qui serait aussi stabilisé. Ce qui a pour effet de provoquer des espèces de gros rattrapages, des grosses compensations. Quand vous filmez et que vous faites un petit mouvement, vous voyez très clairement que votre image suit votre mouvement avec un petit décalage et essaye de la rattraper beaucoup. Alors à mon humble avis, c'est un défaut de jeunesse qui va être rattrapé par voie de mise à jour logicielle très prochainement,
Je ne suis pas trop inquiet, mais attention, pour le moment, ça marche pas mal, mais c'est pas parfait. Le point numéro 2, le slow motion. Ouais, le slow motion, ça y est, je suis enfin content de pouvoir me dire que le slow motion est arrivé sur la gamme Fuji. Et je dis bien la gamme Fuji et non pas le X-H1 parce que figurez-vous que, bon, on va pas leur jeter la pierre, mais conformément à leurs habitudes, sitôt qu'une nouvelle fonction apparaît sur un nouvel appareil qui sort, très vite en général derrière, Fuji propose des mises à jour logicielles sur les précédents appareils sortis pour les remonter un petit peu en termes de spécificité technique, c'est difficile à dire. Et ainsi, c'est pour ça qu'on a vu apparaître par exemple sur le X-T2 la possibilité de faire le même slow motion qu'avec le X-H1 alors que le X-H1 venait de sortir. Bon, on va dire que commercialement parlant, pour Fuji, c'est un peu se tirer une balle dans le pied parce que du coup, les gens qui n'avaient peut-être pas encore acheté le X-H1 et qui voulaient l'acheter pour le slow motion se disent c'est pas la peine, autant se prendre un X Pro 2. Mais je suppose que les possesseurs de X Pro 2 sont finalement bien contents d'avoir la possibilité d'ajouter ça à leur appareil. Donc, on va pas leur jeter la pierre, mais disons que ça rend l'achat du X-H1 légèrement moins indispensable encore. Bien, parlons-en un petit peu de ce slow motion. J'ai beau être très content qu'il arrive sur les appareils Fuji, j'ai néanmoins deux remarques assez sérieuses à faire concernant celui-ci. La première remarque, c'est qu'il va bien falloir comprendre comment fonctionne le slow motion chez Fuji, comment il a été implanté. Ça va faire l'objet de ma première remarque. On vous dit, sur la jaquette, dans le manuel, etc., que le X-H1 peut faire du record jusqu'à 120 fps, 120 images par seconde. Si vous ne le savez pas, plus votre appareil est capable d'enregistrer un grand nombre d'images par seconde, plus après vous allez pouvoir le retranscrire selon une vitesse plus traditionnelle et ainsi pouvoir l'étirer de façon à augmenter l'effet de ralenti. Concrètement, plus vous arrivez à capter, à faire de la captation à très haute vitesse, plus vous allez avoir un facteur de ralentissement qui est important. Alors, le défaut que je reproche au X-H1, c'est de nous obliger à prévoir dès la prise de vue le facteur de ralentissement qu'on aura dans la prise de vue, dans le rush final. Je m'explique. Quand vous allez sélectionner les options de slow motion, il va automatiquement vous proposer des couples d'images par seconde. Vous allez avoir les images par seconde de captation, donc ça va être 100 fps ou 120 fps, et automatiquement sera associé un nombre d'images par seconde final. Ça a pour conséquence que vous avez un facteur de ralentissement entre les deux qui est fixe et que vous ne pouvez pas changer une fois que vous avez fini de faire votre séquence. Concrètement, vous pouvez par exemple enregistrer une séquence captée à 100 images par seconde, retranscrite dans un clip à 50 images par seconde Full HD, ce qui vous fait un ralentissement par facteur 2, donc l'action va 2 fois moins vite que la réalité. Vous pouvez également choisir de faire un record toujours en 100 images par seconde, mais retranscrite en 25p, 25 images par seconde, auquel cas votre facteur de ralentissement est de 4 fois moins vite que la réalité. Alors, là où j'ai un gros reproche à faire, c'est que il aurait été nettement plus souple, après pour les personnes qui vont retravailler ça au niveau du montage, de nous permettre de capter de façon brute un clip en 120 ou en 120 images par seconde et de nous laisser, nous, après, décider sur notre logiciel de montage si on veut l'étirer en 50 images par seconde, en 60 images par seconde, en 25p, en 24p, en 30p, et peut-être même plus, parce que plus on a d'images par seconde, plus on peut étirer ça avec des interpolations d'images de flux optique. Maintenant, ça se fait très bien dans les logiciels de montage et ainsi simuler des ralentis encore plus poussés. Là, le problème, c'est qu'au maximum du maximum, directement dans le X-H1, vous allez pouvoir monter jusqu'à un facteur de ralentissement x5, enfin divisé par 5 plutôt. C'est stupide parce que c'était tellement plus facile de nous permettre de faire du record direct en 120 images par seconde ou en 100 images par seconde, on peut avoir le choix, et de nous laisser gérer ça après. Tandis que là, on est forcé de prendre le clip tel qu'il est. Et quand vous sortez votre carte mémoire et que vous mettez les images sur l'ordinateur après, vous vous retrouvez avec un clip, avec un rush qui est déjà réencodé en 30 images par seconde, 24 images par seconde, 25 ou 50, peu importe ce que vous avez choisi comme option au moment de la prise de vue. Et ça, c'est un problème. Donc attention Fuji, je suis à peu près certain qu'il est possible de à nouveau faire de la mise à jour logicielle pour nous permettre de faire du record brut en 120 images par seconde et que quand on sort le fichier de la carte mémoire pour le mettre sur l'ordinateur, on a toujours nos 120 images par seconde. Ça nous apporterait une fluidité et une souplesse de travail bien plus importante, donc attention, Fuji,
c'est pas un carton rouge, mais c'est un carton orange sanguine un petit peu. Deuxième remarque, cette fois-ci toujours concernant le slow motion, il n'y a pas d'enregistrement du son pendant le slow motion. Alors, il y a certains d'entre vous qui vont peut-être trouver ça stupide, mais c'est en réalité vachement important. Si mon putain de téléphone portable arrive à faire du slow motion en enregistrant le son et qu'au moment où l'action se ralentit, on entend le son qui se déforme comme ça, sans trop de distorsion, ça veut dire que logiciellement mon téléphone il est capable de le faire. Alors si mon téléphone il est capable de le faire, je suis désolé Fuji, mais le XH1 il doit être capable de le faire. Point à la ligne, il n'y a pas à sortir de là. Donc là encore, à prévoir mise à jour logicielle pour nous laisser le choix ou pas. Après, si on a envie de l'enlever au montage, on l'enlève au montage, il n'y a pas de problème. Mais pour nous laisser le choix d'enregistrer le son lors d'un slow motion. Et parce que parfois, une séquence a tout simplement plus d'impact quand on a le son déformé en arrière. Il n'y a qu'à voir les vidéos des slow-mo guys sur YouTube. Eux, ils laissent le son enregistré, ils le déforment, ils étirent le signal sonore. Et quand il y a un bruit, par exemple, d'impact au milieu d'une séquence en slow motion, on a le bruit de l'impact en slow motion et ça rajoute vraiment un gros plus aux séquences. Donc là encore, carton jaune, Fuji, laissez-nous enregistrer le son sur les séquences en slow motion, s'il vous plaît. Merci. Cordialement, la direction. Point numéro 3. Le micro. Allô, allô. 1, 2, 1, 2, allô. Ici en direct des Jeux Olympiques. Ouais, le micro, ça c'est un vrai point positif du XH1. Combien de fois je me suis plaint du X Pro 2 qu'il avait un micro qui était pourri, en plus il est situé sous la semelle, donc il suffit que vous mettez une platine de trépied pour filmer un truc, ça obstrue l'entrée du micro, enfin, la captation est vraiment nulle, elle est pas en plus elle n'est pas en stéréo, elle a un niveau d'enregistrement qui est très très faible, le rendement est minable. Bref, le micro du X Pro 2 m'a causé tellement de soucis que toutes les vidéos que vous avez pu voir de moi jusqu'à présent sur ma chaîne, jusqu'à ce que je me mette à enregistrer là, cette vidéo-là, avec le XH1 que vous avez ici, et bien toutes les vidéos que j'avais enregistrées faisaient l'objet d'une captation, enfin d'un enregistrement audio séparé, avec un petit enregistreur audio, et je devais faire de la post-synchro après, donc avec les claps, avec ceci, avec cela. Donc autant dire qu'en termes de souplesse de travail, quand vous voulez faire des vidéos plutôt simples, c'est un enfer. Voilà, c'est un enfer. Là, au moins, je dispose d'un outil avec une vraie entrée micro qui peut gérer un micro externe de façon super propre. J'ai un outil pour régler le limitateur. Enfin, moi, je le vois sur l'écran externe. Éventuellement, bon, vous pouvez imaginer à quoi ça peut ressembler. Mais il y a des outils de réglage, il y a des fonctions dans les menus qui permettent de régler, etc. etc. Bon. Le micro interne du XH1 est vraiment très bon. Il a une sensibilité qui est très bonne, vous n'avez pas besoin de gueuler pour qu'on vous entende. Vous pouvez parler à un niveau sonore normal, ça sera bien enregistré, il n'y a pas de souci. Néanmoins, deux remarques. Là aussi, deux remarques concernant le micro. Primo, les entrées du micro sont situées sur le dessus de l'appareil, au niveau du pseudo-prisme, enfin du pseudo-dôme qui abrite l'EVF. De chaque côté, il y a un petit trou et ce sont les entrées stéréo gauche-droite du micro. Le placement à cet endroit-là est pas mal, mais ça pose néanmoins un léger souci que je n'avais pas anticipé. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le XH1 est pourvu d'une stabilisation du capteur. En soi, c'est bien, mais ce que je ne savais pas, c'est que cette stabilisation du capteur repose sur des moteurs qui ont besoin d'un refroidissement. Donc, lorsqu'il n'y a pas de bruit ambiant autour et que vous enregistrez le son avec le micro interne du XH1, il se peut que par moment vous entendiez un tout petit bruit, comme d'un micro-ventilateur, un son très étouffé, mais néanmoins présent sur la bande audio. C'est tout simplement le bruit du refroidissement de la stabilisation du capteur qui arrive à être enregistré par le micro. Alors, il y a ça, et il y a aussi le fait que si votre objectif est réglé en mise au point continue pour suivre un sujet, comme c'est le cas tout de suite parce que j'ai réglé la mise au point sur mon visage partout où je me déplace, le moteur de mise au point va faire du bruit dans l'objectif. Et il peut s'avérer que le micro qui est juste au-dessus, donc au niveau du viseur, arrive lui aussi à capter le bruit du moteur autofocus de l'objectif. Bon. C'est pas des très gros problèmes, on va dire que c'est des petits défauts anecdotiques, surtout qu'ils sont totalement anéantis et réglés à partir du moment où vous utilisez un vrai micro, un micro de type canon par exemple, encore mieux s'il y a une bonnette. Là, il n'y a plus aucun problème. Vous éliminez totalement la présence de ces petits sons parasites. Néanmoins, si vous souhaitez voyager léger et que quand vous faites votre sac, vous vous dites non, je me contenterai du micro intégré, sachez que vous allez peut-être un petit peu capter ce genre de bruit parasite. Deuxième petite remarque également, il s'agit d'un micro omnidirectionnel, ce qui veut dire que
Bon, après tout, hein, c'est comme ça sur l'essentiel, même tous les appareils du marché qui disposent d'un micro parce qu'ils font de la vidéo, c'est un micro omnidirectionnel, ce qui fait que, indépendamment du sujet que vous êtes en train de photographier et de cadrer, vous pouvez enregistrer des sons qui viennent de derrière, tout simplement parce que c'est un omnidirectionnel. Encore une fois, vous pouvez régler ce problème en branchant n'importe quel micro de type Canon, comme celui-ci par exemple, qui est un petit micro de chez Rode, qui est petit, léger, vous pouvez emmener ça en voyage, franchement ça prend pas beaucoup de place dans un sac, et ça va éliminer une grande partie de vos problèmes. Point numéro 4, le body. On peut dire qu'il est musclé ce XH1. Musclé parce qu'il est plus gros que tout le reste de la gamme, il est plus lourd que tout le reste de la gamme, et ça a fait débat. C'est moins qu'on puisse dire. Sur les forums, il y a des gens qui se sont un petit peu affrontés. Oui, mais si on achète du Fuji monture X, c'est pour avoir des petits appareils au look rétro vintage, petits, légers, pas encombrants, pratiques à utiliser, etc. Et il y avait les autres qui disaient oui, mais quand même, petit, léger, c'est bien, mais par moment, quand on veut mettre un objectif un peu plus gros, on manque de grip, on manque de stabilité avec la main. Bon, en fait, les deux camps ont raison. C'est un petit peu compliqué de départager. Tout dépend de votre avis et très clairement, c'est totalement subjectif. En ce qui me concerne, venant ex-Canon d'un des 5D 1, 2, 3, qui était encore beaucoup plus gros que le XH1, je ne suis pas particulièrement dérangé par la taille et par le poids du XH1, même s'il est nettement plus lourd que mon X Pro 2. Ceci étant dit, et ça j'en parlerai un petit peu plus tard dans la conclusion, étant donné l'usage du XH1 qui va essentiellement être tourné vers la vidéo, la configuration majoritaire du XH1 quand vous allez vous en servir va faire qu'il sera essentiellement posé sur un trépied. On va pas se mentir, c'est pas tellement l'appareil que vous allez garder en bandoulière autour du cou pendant toute la journée. Pour ça, vous avez le X-T2, vous avez le X Pro 2, vous avez le X-T20, vous avez tout le reste de la gamme chez Fuji qui est extrêmement petite et légère. Le XH1, lui, il est plus lourd, surtout que vous allez essentiellement être obligé de l'utiliser avec le grip additionnel avec les batteries en dessous, je vais y revenir juste après. Donc là, il va falloir prendre en considération que la configuration, ça va être ça, un trépied, l'appareil, une cage autour de l'appareil avec des bras qui tiennent le moniteur, le micro, divers accessoires, éventuellement une lampe. Enfin bon, c'est une configuration de studio. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que à partir du moment où votre caméra ou votre appareil photo il est fixé sur un trépied, vous n'avez plus à le porter. Et donc finalement, la notion du poids n'est plus vraiment importante. Donc le seul moment où je vais me préoccuper du poids du XH1, c'est uniquement quand je vais sortir du point A pour aller au point B. C'est tout. Et vraiment, c'est tout. Donc, est-ce que c'est vraiment important? Je vous laisserai seul juge. Moi, ça ne m'embête pas plus que ça et je ne suis pas vraiment mécontent d'avoir un appareil qui a un grip beaucoup plus profond et beaucoup plus prononcé, puisque de toute façon, les anciens appareils que j'ai eu chez Fuji, j'ai systématiquement rajouté la semelle additionnelle avec le petit grip ergonomique additionnel, parce que justement, au niveau de la prise en main, je trouvais qu'il manquait quelque chose. Vous voyez, même sur mon X Pro 2, vous voyez ici, ça là, c'est un rajout qui vient avec la semelle un petit peu additionnelle. Sinon, le boîtier, il est tout plat, il n'a même pas ce relief là, en fait. Voilà. Donc, en soi, ça ne me dérange pas puisque je suis toujours partisan de rajouter un peu de grip pour que ça soit plus facile, plus aisé à utiliser. Pendant qu'on est en train de parler du boîtier en lui-même, j'ai quelques remarques à faire concernant l'ergonomie. La première critique que j'ai à formuler concerne l'écran tactile. Non, Fuji, il va falloir revoir ta copie là-dessus. Non seulement la réponse de l'écran tactile est très particulière, il faut d'abord l'activer avec une touche qui est située dans le coin supérieur droit, et ensuite tu peux t'en servir, ce qui fait qu'il y a des moments où il sera désactivé, où tu vas essayer de venir appuyer dessus et rien va se passer, et tu vas pas comprendre pourquoi ça se passe pas tant que tu n'as pas compris comment ça fonctionne. Ensuite, grâce à ce petit bouton, tu vas pouvoir choisir les différents modes de fonctionnement. Alors il y en a un, c'est pour prendre la photo quand tu appuies sur l'écran, il y en a un, c'est pour changer la zone de mise au point, il y en a un, c'est pour faire la mise au point, il y en a un, c'est pour... Arrêtez, c'est bon, stop. Si on combine ça avec les gestes verticaux, horizontaux qui affichent par exemple un histogramme, qui affiche un niveau électronique, qui affiche les niveaux du micro, enfin bref, stop, ça suffit. Alors certes, il y a des gens qui vont aimer ça, moi personnellement j'ai pas du tout aimé le toucher de cet écran tactile, je trouve qu'il est
absolument imparfait dans ses fonctions. Après, il est articulé, il est joli, il est grand, il a des bonnes couleurs, il a une bonne définition, il est très bien. Mais le tactile, je ne m'en suis pratiquement pas servi en 3 mois depuis que j'ai acheté l'appareil. Donc c'est vous dire si c'est totalement dispensable. J'ai toujours beaucoup plus vite fait de me servir du petit joystick pour régler mes collimateurs autofocus, et j'ai toujours beaucoup plus vite fait d'afficher un niveau permanent dans le VF pour savoir si je prends ma photo droit ou pas. Voilà. Alors l'écran tactile, personnellement, rien à cirer de cet écran tactile. Ils peuvent très bien enlever la fonction tactile et faire un appareil moins cher, ça ne me choquera pas. Ensuite, Fuji, quitte à faire un appareil un petit peu plus grand, un petit peu plus haut, un petit peu plus profond, vous aviez de la place pour rajouter des boutons. Parce que, ok, l'appareil est plus grand, moi ça ne me dérange pas, mais si par contre tu enlèves des boutons ou que tu déportes sur l'écran tactile des fonctions que tu aurais pu laisser sur des boutons physiques, des boutons de préférence personnalisables, ça m'aurait beaucoup plus plu, ça m'aurait beaucoup plus arrangé. Parce que par exemple, maintenant que l'appareil est un petit peu plus large et plus haut et plus grand, il y a de l'espace maintenant au-dessous du joystick d'autofocus. Il aurait été très facile de légèrement déporter le joystick d'autofocus, et on avait largement la place de mettre 1 à 2 boutons de fonction personnalisables et customisables en dessous ou au-dessus. C'était pas compliqué, Fuji, et vu le nombre de fonctions additionnelles liées à l'implantation de la vidéo dans ton appareil, Fuji, tu aurais dû penser que des gens allaient préférer des boutons physiques. Et c'est mon cas. Et j'aurais vraiment préféré avoir des boutons physiques pour, par exemple, au choix, afficher un raccourci vers les températures de couleur au moment de faire de la vidéo, ce qui est plus important en vidéo qu'en photo, puisque on ne peut pas encore faire de vidéo RAW avec le XH1. Et bon, voilà, après je prends mes photos en RAW, je gère la température de couleur après, c'est pas un problème, mais par contre, d'une séquence à une autre en vidéo, il faut bien régler la température de couleur constante, etc. Et c'est un truc dont on a besoin de se servir très souvent. Il faut rajouter des boutons. Voilà, je suis désolé, je sais que la mode est à l'effacement du plus en plus grand nombre de boutons, mais là, c'était pas un choix judicieux, je tiens à le dire. Dernier point qui a fait un petit peu polémique au sujet du XH1 concernant le boîtier, c'est la présence d'un petit écran de rappel des réglages sur le dessus de l'appareil, à la mode réflexe, mais c'est directement emprunté du haut de gamme moyen format GFX de chez Fuji. Là encore, il y a beaucoup de gens qui sont partagés. Je sais qu'en ce qui concerne mon X Pro 2, qui à la place de cet écran possède une molette de correction d'exposition, à chaque fois que je rentre et que je sors l'appareil de son sac, la molette a tendance à se dérégler et je suis très souvent obligé de m'y reprendre à 2 fois. Ah mince, la photo elle était surexposée, et de re-régler et de reprendre ma photo bien exposée comme il faut. Après, c'est devenu un réflexe avec le temps, hein. Je vous rassure, je suis pas toujours comme ça. Ah merde, c'est tout flou, c'est tout sombre ou c'est tout clair. Non, maintenant j'y pense à chaque fois, mais je dois faire l'effort d'y penser. L'avantage de ce système-là, c'est qu'il faut d'abord appuyer sur un bouton, le bouton correction d'exposition, puis tourner une molette à l'arrière de l'appareil pour changer la correction d'exposition. Alors, personnellement, j'ai pas de problème avec ce système-là. Ça me rappelle beaucoup l'usage à la Canon que j'avais avant, où pareil, il fallait appuyer sur un bouton et tourner une molette pour modifier le correcteur d'exposition. Donc, j'ai pas de problème avec ce système-là, il n'y a pas de souci. Néanmoins, ça perd de son charme. C'est vrai que n'avoir que des molettes analogiques sur le dessus de l'appareil, ça avait sa petite saveur, et je trouve qu'on perd en supplément d'âme et en facilité d'utilisation, en notion directe de visualisation de tes réglages avant même d'allumer l'appareil. Je trouve qu'on perd ça au profit de ce soupçon de modernité. Et même 3 mois après, je ne suis pas persuadé que ça soit forcément un super bon choix d'avoir mis cet écran-là. Néanmoins, je le trouve globalement pratique, donc je ne vais pas cracher dessus. Il est là, bon, très bien, on s'adapte, et finalement, c'est peut-être pas plus mal comme ça. Là encore, c'est très subjectif. Point numéro 5, et ça sera peut-être le dernier, la batterie. Je sais, je sortirai après cette blague. La batterie. Mon Dieu, que le XH1 est un dévoreur énergétique. Ça me tue de l'admettre, mais autant en vidéo, l'apport de la stabilisation du capteur est un bienfait certain, autant il faut bien comprendre que ça va vider votre batterie à une vitesse folle. Alors, il y a pas mal de gens qui ont essayé de trouver les bons réglages, etc. Mais en gros, pour économiser de la batterie, cherchez pas,
vous allez quasiment être obligé d'acheter le XH1 avec le grip additionnel qui peut contenir 2 batteries de plus, ce qui fait que vous vous retrouvez avec un appareil qui a 3 batteries au lieu d'une, pour arriver à tenir toute une journée en photo et peut-être pas tout à fait la journée si vous faites surtout de la vidéo. C'est hallucinant à quel point cet appareil va vous bouffer de la batterie. Et je tiens à apporter une petite précision en plus, c'est que si vous essayez de mettre les batteries du X Pro 2, qui sont les WP126 normales, alors que celles du XH1 sont les 126S, et ben l'appareil va vous le dire et il va pas aimer ça et il va clairement vous dire que ça va pas fonctionner avec les batteries des anciens appareils. Donc en plus, ça va être un petit peu chiant à ce niveau-là. Donc il va falloir avoir un jeu de batterie spécifique pour le XH1 qui sont un petit peu plus adaptés, on va dire, à la surchauffe liée à l'enregistrement du 4K, à la surutilisation liée à la stabilisation, etc. etc. Bon. Néanmoins, il faut bien comprendre que l'EVF est magnifique. Sur le XH1, il est magnifique. C'est le meilleur EVF que j'ai jamais vu dans un appareil photo. Il est fluide, il n'a pas de temps mort, il n'y a pas de blackout. La définition est superbe, les lumières sont parfaites, les couleurs sont impeccables. La stabilisation, c'est pratique dans un certain nombre de cas, mais c'est très énergivore. L'écran tactile, c'est pareil, je présume que ça doit consommer un petit peu plus de courant. Mais voilà, bon. De toute façon, on le sait, c'est le problème des hybrides, c'est en général c'est l'autonomie, et le XH1 fait figure de parent pauvre de l'autonomie. À côté de ça, mon X Pro 2 fait figure de véritable dromadaire de l'autonomie, tant il me paraît économe à utiliser quand je suis en déplacement. Donc attention, souvenez-vous, dès l'achat du XH1, vous pouvez d'ores et déjà tout de suite prévoir un jeu de batterie supplémentaire. En conclusion, que penser de ce XH1 ? Bon. Alors, au vu de ce que je vous ai dit, vous avez déjà compris que l'appareil n'est pas parfait. Hein. Loin de là, il a un certain nombre de défauts. Je ne vais pas tous les refaire, je viens de vous en parler. Maintenant, est-ce que je peux vous conseiller l'achat du XH1 ? Si vous ne faites que de la photo et que vous possédez déjà un autre appareil de chez Fujifilm, vous voyez, je reprends l'enregistrement maintenant parce que la deuxième batterie vient de mourir. Voilà. Donc, la conclusion. Alors... c'est un petit peu compliqué de vous répondre parce que savoir est-ce que je vous conseille l'achat du XH1 ou pas va dépendre énormément de votre utilisation de l'appareil. Si vous faites uniquement de la photo et que par hasard vous disposez déjà d'un autre appareil chez Fuji, que ce soit par exemple le X-T2 ou le X Pro 2, clairement le XH1 ne vous servira à rien, mais à rien du tout. De toute façon, c'est le même capteur, c'est la même définition de capteur, c'est la même électronique et c'est le même processeur de traitement des images. Ce qui veut dire qu'en termes de bruit pour les ISO, en termes de qualité d'image, de piqué, tout ça, ça va être exactement pareil que le X-T2 et que le X Pro 2. Donc si vous possédez déjà l'un de ces deux appareils, laissez tomber le XH1, il n'est pas fait pour vous. Néanmoins, si vous êtes dans mon cas, que vous avez un appareil pour faire de la photo, mais qui ne vous permet pas de faire de la vidéo de façon confortable et performante, et que vous avez besoin de ça pour faire de la vidéo, foncez, le XH1 est un outil génial. Il peut faire de la 4K jusqu'à 200 mégabits par seconde, autant de vous dire que adieu les artefacts de compression, etc. La conséquence, c'est qu'il faut vous payer une carte mémoire de gueudin pour suivre la cadence, mais ça c'est pas grave, ça vient avec. La qualité d'image va être irréprochable, ça sera les mêmes qualités que précédemment, donc finalement ça va être très bon. Il possède plein d'options pour vraiment affiner la vidéo un peu aux petits oignons. Les options d'enregistrement sonore et visuel sont larges et vous permettent globalement de créer un contenu créatif véritablement qualitatif. Si vous êtes dans ce cas-là et que vous avez besoin de la vidéo, il n'y a pas de problème, foncez, prenez le XH1, il n'y a pas de souci. En revanche, si vous ne faites que de la photo, passez votre chemin. Cela ne vous servira à rien. Rien du tout. Voilà. C'était un petit peu ma conclusion. En fait, finalement, quand je continue de sortir pour faire des photos, et si je sais que je n'ai pas besoin de faire de la vidéo, je sors uniquement avec mon X Pro 2. Et finalement, le XH1, il reste ici, posé dans ma pièce, avec la cage, l'alimentation secteur, le moniteur externe, le micro, etc. Il reste dans sa configuration studio. Je ne le mets, pour ainsi dire, quasiment pas dans mon sac, et je sors me balader uniquement avec le X Pro 2 dans ma sacoche photo. Et finalement, c'est peut-être ça la conclusion, c'est que le XH1 est un outil super top pour faire quelque chose de précis,
mais qui ne remplacera pas, dans mon cœur en tout cas, l'usage précédent que j'avais avec mes anciens appareils. Il a beau être sorti après, il a beau être plus performant, il a beau avoir une rafale de malade, il a beau avoir un EVF magnifique, en termes de sensation d'utilisation, le feeling que j'ai à utiliser mon X Pro 2 est incommensurablement plus élevé que le feeling que j'ai à utiliser le XH1, même si le XH1 est un bon appareil. Et c'est un petit peu tout le paradoxe de cette conclusion, si vous voulez, c'est que autant sur le papier, le XH1 est un outil qui est parfait, autant dans mon cœur, le X Pro 2 est pour le moment totalement indétrôné. Alors j'ai bien conscience de ce que vous allez me dire, ce sont des notions extrêmement subjectives, mais je sais pas, il y a le fait que le viseur soit déporté sur le côté, il y a le fait que les boutons soient tous à droite directement sous le pouce, c'est le fait que le déclencheur ait ce feeling. Ah oui, tiens, le déclencheur, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais très brièvement, parenthèse, le déclencheur du XH1 est un déclencheur soft, hyper mou, et j'ai mis facilement 3 bonnes semaines à avoir le feeling de où se situait la mi-course pour déclencher la mise au point. Pendant les 3 premières semaines, soit je déclenchais pas ma photo, soit je déclenchais sans avoir fait la mise au point parce que j'arrivais pas à trouver la mi-course. Le déclencheur est complètement flou et ils ont fait ça pour pas que ça s'entende en fait sur les vidéos quand on a besoin de refaire une mise au point pendant un rush. Ça part d'une bonne intention, mais c'est très perturbant, j'ai mis beaucoup de temps à m'y faire. Mais je préfère par exemple la sensation de déclenchement du X Pro 2. Ça tient au... Je sais pas à quoi ça tient en fait. Ça tient au résultat des images, ça tient à l'ergonomie, ça tient à... Mais là c'est l'affectif qui parle. En fait je vous fais une review affective en guise de conclusion et j'en ai parfaitement conscience. Sur le plan technique on a déjà parlé de ce qui va et de ce qui ne va pas. Globalement c'est un super bon appareil avec des lacunes qui j'espère seront mises à jour prochainement pour les combler. Mais en termes d'usage, si vous ne possédez pas déjà un XT2, un X Pro 2, etc., foncez, prenez le XH1, il n'y a pas de problème, c'est un super appareil. Mais si vous possédez déjà autre chose chez Fuji, honnêtement, je ne suis pas sûr que vous en ayez besoin. C'était mon avis sur le XH1, merci de m'avoir écouté, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. À ciao dans la tête à Toto.